Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une région pleine de paradoxes, l'Afrique de l'Ouest. Pour essayer d'y voir plus clair, on a une bonne pile de documents. C'est une synthèse qui s'appuie sur les analyses de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, mais aussi du FMI et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Des sources solides, donc. Exactement. Et notre mission, c'est de comprendre une dynamique qui est, on peut le dire, assez complexe. D'un côté, on a des chiffres de croissance qui repartent bien, une résilience assez surprenante face aux chocs mondiaux, et de l'autre, des défis qui, eux, semblent immuables. La pauvreté, la dette, l'insécurité. C'est vraiment une histoire de contraste. La question, c'est comment une région peut-elle à la fois accélérer économiquement et rester si vulnérable? C'est toute la question, en effet. Et avant même de plonger dans les chiffres, l'idée qui ressort de toutes ces sources, c'est que parler de l'Afrique de l'Ouest comme d'un bloc, d'un tout homogène, eh bien, ça n'a pas vraiment de sens. D'accord. La région a, c'est vrai, absorbé des chocs successifs. On parle de la pandémie, de l'inflation importée, la crise en Ukraine. Et elle montre une vraie capacité de rebond. Mais cette reprise, elle est à géométrie très, très variable. Ce qui est fascinant, c'est d'essayer de décortiquer ce qu'il a derrière cette résilience. C'est-à-dire? Est-ce que c'est juste un rebond mécanique après la chute, une sorte de coup de chance passager? Ou est-ce qu'on assiste peut-être au début d'une transformation plus profonde, plus structurelle? C'est ça qu'on va tenter de démêler. D'accord. Alors commençons par la vue d'ensemble. Le chiffre qui saute aux yeux, c'est cette accélération de la croissance dans l'espace CEDEAO. On parle d'une prévision à 4,4% en 2024. Oui, contre 3,6% en 2023. C'est une hausse notable. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. Mais comme vous le disiez, c'est une moyenne qui cache d'énormes disparités. Absolument. L'exemple le plus spectaculaire donné dans les rapports, c'est le Sénégal. Il caracole en tête des projections pour 2025, tirées principalement par le démarrage de l'exploitation de ses hydrocarbures. C'est un exemple parfait. Parfait pour illustrer une croissance à court terme, tirée par un secteur bien précis. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sources le présentent presque comme une mise en garde. Ah oui, hein. Oui, un pays ne peut pas tout miser sur les ressources extractives. Et c'est là que ce concept de résilience structurelle qu'on trouve dans les analyses devient plus qu'un simple jargon d'économiste. Expliquez-nous. L'idée, c'est que la capacité de la région à encaisser les chocs, elle ne vient pas que des matières premières. Elle vient aussi d'efforts passés pour diversifier les économies, pour renforcer le marché commun. Le problème, c'est que cette résilience, elle est sans cesse mise à l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement mise à l'épreuve? C'est un peu abstrait? Ça veut dire que chaque crise, qu'elle soit sécuritaire au Sahel, sanitaire comme le Covid, ou financière avec la hausse des taux d'intérêt, eh bien chaque crise vient grignoter les progrès sociaux. D'accord. On a une croissance du PIB qui est bien réelle, les chiffres sont là, mais elle ne se diffuse pas dans la population. Il y a une sorte de déconnexion entre la santé macroéconomique et le bien-être des ménages. C'est un peu comme si le moteur de la voiture tournait de plus en plus vite, mais que les roues patinaient dans la boue. Le véhicule avance à peine, et à l'intérieur, les passagers sont secoués. C'est une image très parlante. La grande leçon de ces documents, c'est vraiment cette déconnexion persistante. Cette image de déconnexion m'amène justement à deux sujets qui pèsent très lourd au quotidien. L'inflation et la dette. Les sources parlent d'une désinflation progressive. Hmm. Après les pics qu'on a connus, ça sonne comme une musique assez douce. On peut se réjouir. On peut avoir un optimisme prudent, très, très prudent. Les analyses sont claires, hein, cette baisse de l'inflation, elle n'est pas acquise. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur un équilibre qui est fragile. D'un côté, il faut que les politiques monétaires des banques centrales restent crédibles, fermes. Mais de l'autre, et ça c'est vraiment le nerf de la guerre pour la population, il faut une stabilité des prix alimentaires. Bien sûr. Si une sécheresse ou une crise logistique fait flamber le prix du mil, du riz, peu importe, ce que font les banquiers centraux, l'inflation repartira de plus belle. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle sous condition. Et pour la dette, la situation semble encore plus tendue. Le coût de l'argent a augmenté partout. J'imagine que pour les pays de la région, c'est un vrai casse-tête. C'est plus qu'un casse-tête, c'est un étau qui se resserre. Chaque nouvel emprunt coûte plus cher et refinancer l'ancienne dette, ça devient un exercice de haute voltige. Mais ce qui est frappant dans les sources, c'est que le débat a un peu changé. La question n'est plus seulement de savoir si le niveau de dette est trop élevé. Ah non,
Non, la question centrale, c'est devenu est-ce à quoi sert l'argent qu'on emprunte? Est-ce qu'il est efficace? C'est la notion de qualité des investissements publics. L'efficacité de la dépense devient le critère numéro un de la soutenabilité. Justement, si chaque euro emprunté doit être productif, la question qui suit, c'est où est-ce qu'on investit? Quels sont les secteurs qui peuvent vraiment transformer l'économie et permettre de rembourser cette dette? Exactement. Là, les sources deviennent particulièrement intéressantes. On a parlé du Sénégal et des hydrocarbures, mais on a bien compris que l'avenir ne peut pas reposer que là-dessus. Non, et heureusement. En lisant bien, on voit se dessiner une véritable feuille de route pour une croissance plus solide, plus inclusive. Au-delà des industries extractives, qui sont souvent volatiles et créent peu d'emplois directs, il y a deux secteurs qui sont systématiquement mis en avant. Lesquels? Le premier, c'est la transformation de l'agriculture et l'agro-industrie. C'est une priorité absolue. L'agriculture, ça peut paraître un peu classique comme moteur d'avenir. Oui, mais parce qu'on ne parle plus de l'agriculture de subsistance. L'enjeu, c'est de construire toute la chaîne de valeur. Les documents insistent sur des besoins très concrets. Maîtriser l'eau avec l'irrigation pour ne plus dépendre de la pluie. Logique. Développer des capacités de stockage pour éviter que 30% des récoltes pourrissent avant d'arriver au marché. Et surtout, créer des unités de transformation locales. C'est-à-dire transformer sur place? Voilà, transformer la mangue en jus, la noix de cajou en produit fini, le coton en textile. C'est là que se crée la valeur ajoutée et les emplois stables, en milieu rural comme en ville. C'est une réponse directe à la sécurité alimentaire, à l'emploi et à les dépendances aux importations. D'accord, je vois beaucoup mieux. C'est moins l'agriculture elle-même que tout l'écosystème industriel qui va avec. Et le deuxième secteur? Le deuxième, c'est le grand saut dans les services et le numérique. On parle de tout l'écosystème de la fintech, du e-commerce, de la logistique, mais aussi de la modernisation numérique de l'administration. C'est un levier de productivité immense. Donnez-nous un exemple concret. La fintech, elle permet à un petit commerçant d'accéder à des microcrédits via son téléphone sans jamais devoir mettre les pieds dans une banque. Le e-commerce permet à un artisan de vendre ses produits bien au-delà de son marché local. La digitalisation des services publics réduit la corruption et fait gagner un temps précieux. Ces deux piliers, l'agro-industrie et le numérique, sont vraiment présentés comme les moteurs d'une transformation structurelle. On a donc un plan, une économie plus diversifiée, plus moderne, mais revenons à notre image de la voiture qui patine. Tout ça, comment ça se traduit concrètement pour la population? Le rapport est très direct. Malgré la reprise, la pauvreté reste à un niveau extrêmement préoccupant. La croissance ne ruisselle pas, comme on dit. C'est un paradoxe frustrant. On a des chiffres macroéconomiques qui s'améliorent, ce qui est une victoire en soi. Mais ce que les sources nous disent, c'est que la structure même de cette croissance, quand elle est tirée par des secteurs comme les hydrocarbures qui emploient peu, eh bien, elle est conçue pour laisser une grande partie de la population sur le bord de la route. Donc ce n'est pas seulement un problème de quantité de croissance. Non, c'est un problème de qualité, de recette. La question n'est plus seulement comment faire grandir le gâteau, mais est-ce qu'on change la recette du gâteau? Le FMI le confirme d'ailleurs. Les chocs récents ont frappé de plein fouet le secteur informel, là où travaille l'écrasante majorité des gens, sans aucun filet de sécurité. Du coup, on en revient toujours à la même question, qui est vraiment le fil rouge de tous ces rapports. Comment fait-on concrètement pour que cette croissance profite à tout le monde? Et la recommandation, elle est unanime. Elle est martelée dans tous les documents, investir massivement dans le capital humain. Mais attention, ce n'est pas un vœu pieux, C'est-à-dire? Ça veut dire des choses très précises. Investir dans l'éducation, pas juste en construisant des écoles, mais en formant et en payant correctement les enseignants. Investir dans la santé, en garantissant l'accès à des soins de qualité. Mettre en place des systèmes de protection sociale, des transferts d'argent, une assurance chômage même minimale, qui permettent aux familles de ne pas sombrer à la moindre difficulté. Et il y a un autre point, je crois. Oui, un point crucial, oui, l'égalité de genre. Donner aux femmes les mêmes accès à l'éducation, à la terre, au crédit, c'est présenté comme le levier de développement le plus rentable qui soit. L'idée de fond, c'est que la résilience d'un pays se mesure d'abord à la résilience de ses citoyens. Ce tableau est porteur d'espoir, mais il faut rester pragmatique. Les documents n'éludent pas les risques. Ils sont nombreux et pourraient faire dérailler tout ça. Le premier qui vient à l'esprit, et qui est mentionné partout, c'est bien sûr l'instabilité politique et les tensions sécuritaires dans plusieurs zones. C'est le frein à main le plus visible, oui. L'insécurité, ça paralyse l'activité économique, ça décourage les investisseurs locaux et étrangers, et ça détourne des ressources budgétaires précieuses qui pourraient aller,
À la santé ou à l'éducation, justement. Et il n'y a pas que ça. Il y a deux autres risques majeurs, plus insidieux parce qu'ils sont liés au contexte mondial. Le premier, on l'a déjà un peu évoqué, c'est le resserrement financier. L'ère de l'argent facile et pas cher est terminée. D'accord. Ça oblige les États à être beaucoup plus stratégiques, à explorer les partenariats publics-privés, à dynamiser les marchés financiers régionaux pour être moins dépendants de l'extérieur. Et le second risque global, j'imagine que c'est le climat. Évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les sources le connectent directement à l'économie. Ce n'est plus juste un sujet pour les ministres de l'Environnement. Non, c'est un sujet économique. Absolument. Les aléas climatiques, sécheresses, inondations frappent en plein cœur le secteur qu'on vient d'identifier comme le plus prometteur, l'agriculture. Ça montre bien que tous ces défis sont interconnectés. On ne peut plus penser développement agricole sans penser à infrastructures résilientes au climat. Tout se tient. Alors, si on essaye de faire la synthèse de tout ça, on a le portrait d'une Afrique de l'Ouest à la croisée des chemins. Une région qui a prouvé une certaine capacité à encaisser les coups, mais dont les fondations restent fragiles. C'est ça. Une croissance qui repart, mais qui est mal répartie et menacée par de multiples périls. La route vers 2025 s'annonce très, très différente d'un pays à l'autre. C'est exactement ça. Et la conclusion qui se dégage de tous ces rapports, c'est que la différence se fera sur la qualité et la mise en œuvre des politiques publiques. Les priorités stratégiques maintenant, elles sont très claires. Premièrement, la diversification. Sortir de la dépendance aux matières premières en misant tout sur l'agro-industrie et le numérique. Deuxièmement, une consolidation budgétaire intelligente. Intelligente, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de couper les dépenses à l'aveugle. Il s'agit de mieux collecter les impôts, par exemple en digitalisant la collecte de la TVA pour réduire la fraude, mais aussi de mieux dépenser. Concrètement, est-ce qu'un euro investi dans une nouvelle autoroute rapporte plus à la société sur le long terme qu'un euro investi dans la formation de 100 infirmières? C'est ce genre d'arbitrage qui devient crucial. Le troisième pilier, c'est l'inclusion sociale, en ciblant l'emploi des jeunes, en bâtissant des filets de sécurité. Et enfin, le quatrième, approfondir l'intégration régionale pour créer un marché plus grand, plus compétitif. Au final, le succès ne se mesurera pas au seul taux de croissance, mais à la capacité réelle des gouvernements à transformer ce diagnostic en action. Pour finir, il y a une idée qui revient un peu en filigrane dans ces documents et qui ouvre une perspective assez vertigineuse. On a beaucoup parlé du numérique, de la fintech, du e-commerce comme levier, et ça amène à se poser une question pour la suite. Et si cette transformation numérique était le véritable raccourci? Le fameux leapfrog. Exactement. Le saut technologique qui permettrait à la région de passer par-dessus certaines étapes classiques du développement, de surmonter des obstacles, comme la faible bancarisation ou les lourdeurs administratives, et de connecter enfin, de manière tangible, la croissance des chiffres au progrès social pour le plus grand nombre. C'est une piste de réflexion qu'on laisse ouverte.